From New York to Los Angeles. Philippe Rechlin, un jeune homme brillant, appelé à décrocher la première place au concours de l'ENA en 1947 et à se suicider 2 ans plus tard dans le bois de Verrières à l'aide d'une grenade conservée de son passage par le premier RCP, premier régiment de chasseurs parachutistes, Philippe Rechlin est probablement le seul, parmi les nombreux usagers sous l'occupation de ce chemin de la liberté, à avoir laissé de cette randonnée une relation détaillée. 2 états de son récit, le premier issu de son journal et le second d'un article publié en septembre 1946 dans le numéro 2 de Promotion, la revue de l'ENA, sont accessibles sur un site internet philipperechlin.wordpress.com, créé par une de ses nièces, le docteur Anne-Catherine Pernot-Masson. Ce soir-là, le soir de son arrivée à Toulouse à la fin du mois de juin 1943, note-t-il dans son journal, je vis au sud les Pyrénées pour la première fois. Et c'était dans une gloire, parce que le soleil, en se couchant, les découpait sur un ciel d'or irréel, très loin encore. De Toulouse, Rechlin prend le train pour Boussan, et de là un autocar pour Saint-Giron, où les effectifs de la police allemande viennent d'être renforcés par suite de l'assassinat dans la montagne d'un membre de la Grenzschutz, la police des frontières. Non sans difficulté, il trouve à se loger, écrit-il, dans un hôtel donnant sur la Grand-Place, vraisemblablement dans le bâtiment dont le Grand Café de l'Union occupe aujourd'hui le rez-de-chaussée. Le 4 juillet, en compagnie de 3 autres candidats à l'exil, il quitte Saint-Giron à la faveur d'un match de pelote basque auquel assiste l'effectif au complet de la garnison allemande. Tandis que dans le premier village traversé, c'est l'arrivée du tour vélocipédique d'école, autour de quoi toute la population s'agglutine. Pendant un moment, l'homme chargé de leur ouvrir la voie se déplace lui-même à bicyclette, une canne à pêche sur l'épaule, apparemment dans le dessein de passer inaperçu. D'une façon générale, le récit de Rechlin ne témoigne pas d'une très grande considération pour les guides, dont les premiers, au sortir de Saint-Giron, se font payer 300 francs par tête et disparaissent, tandis que le dernier, dans l'ultime étape de la marche avant le passage de la frontière, s'égarera à 2 reprises dans la montagne. Dans l'intervalle, le groupe dont Rechlin fait partie aura été rejoint par 3 résistants hollandais, parmi lesquels une très jeune femme, dont un énième guide, un petit pâtre, les ayant au préalable conduits jusqu'à une grange où ils doivent prendre un bref repos avant une nouvelle marche de 20 heures, suggérera élégamment que les hommes du groupe, s'ils se la disputent, le fassent sans bruit. Du moins, le petit pâtre, notre Rechlin, a-t-il fait cette réflexion en patois. Lors de cette dernière étape, avant la frontière, épuisante, en particulier pour les 3 Hollandais, en fuite depuis plusieurs semaines et sous-alimentés, au point qu'ils en ont parfois été réduits dans leur traversée de la France à se nourrir dans les champs de blé en herbe, Rechlin observe que par moments, ils doivent progresser à genoux en se hissant aux racines et aux plantes sauvages. Chemin faisant, le groupe croise dans la montagne d'immenses troupeaux errant sans berger, et Rechlin, dans une digression qui sonne étrangement, compte tenu de la façon dont il mettra fin à ses jours, note que, demeuré en arrière, cela revenait à se livrer aux chiens, qui n'attaquaient pas les groupes mais s'en prenaient par derrière aux isolés. On avait trouvé sur la montagne des cadavres tellement déchirés que nul n'avait pu les identifier. Non, pas cela, conclut-il, pas cette mort. Devant elle, toute ma philosophie s'avérait impuissante. Attaquer dans le dos et tuer de la sorte.